Donc on est une heure ensemble et puis on aura un petit moment pour les questions à la fin. Cela dit, et si vous êtes d'accord, ça me gêne pas si vous avez des questions pendant l'échange, pendant le débat. Si vous êtes d'accord, ça apporte un petit peu plus de vie et puis ça permet aussi de poser des questions dans le flow et parfois on oublie les questions qu'on veut poser. Donc n'hésitez pas à lever la main. On va essayer de créer le plus d'échanges possible. Voilà. Donc le titre de cette conférence, je vous le rappelle, Nature, animaux, humains, des liens indéfectibles pour une même santé. Je crois que c'est Dominique qui écrit les titres de conférence. Et il sort toujours des adjectifs indéfectibles, c'est beau. Et on a avec nous pour en parler donc Pierre Weil. Pierre, vous êtes agronome, c'est ça, et vous avez écrit ce livre-là dont on va parler, sur lequel on va s'appuyer. Puis Marc-André Sellos, je ne vous le représente pas, mais si quand même un petit peu, avec ce bouquin-là, qui est une somme, mais qui est absolument passionnant, et qui permet de comprendre toute la multiplicité des liens qui nous unissent. Et les liens que Marc-André décrit de façon à la fois vivante, à la fois personnelle et puis scientifique. Alors, nature, animaux, humains, c'est en fait presque la définition de une seule santé, qui est le titre de votre livre, préfacé par Marc-André Sellos. Marc-André, vous parlez aussi d'une seule santé dans ce livre-là. Une seule santé, c'est les humains, les animaux et l'environnement. Alors, est-ce que vous pourriez, Pierre, pour commencer, nous en donner une définition? Ou alors, je peux me servir du tout début de votre livre, d'ailleurs, dès les premières lignes de votre livre, vous en faites une définition très claire. Et vous parlez de votre travail. Ah bon? Il faut que je le relise. J'ai passé les 30 dernières années à mesurer le lien entre les dérèglements des organismes et celui des écosystèmes à notre siècle. Carence, inflammation, maladie de civilisation. Avec des chercheurs, des paysans, des médecins, nous avons formulé une question toute simple et que nous avons posée à chaque maillon de la chaîne alimentaire. Et si la santé des hommes était dépendante de la santé des sols qu'ils cultivent et des animaux dont ils se nourrissent? C'est pas mal. Mais j'allais vous donner la définition officielle parce qu'il y en a une après-demain à Lyon. Je crois que c'est après-demain à Lyon. Il y a le président Macron qui inaugure International Summit One Health. Ça devient un truc santé unique, One Health en anglais. Ça devient un peu à la mode. Alors ça a une histoire, cette histoire du lien entre la santé des hommes, des écosystèmes, des animaux. Moi, je situe toujours dans l'histoire un médecin américain qui s'appelle Winslow, qui en 1920 définit quelque chose qu'il appelle de public health, la santé publique. Et il dit en fait, la médecine, c'est soigner des gens qui sont malades, mais il faudrait changer la médecine et que ce soit une médecine de prévention, et c'est l'art de prévenir. Et puis il continue, et il dit il faut s'occuper de la santé environnementale, il faut faire de l'éducation, il faut qu'il y ait des initiatives, des communautés. C'est très très actuel, hein, ça a plus de 100 ans. Puis ça tombe un peu dans l'oubli. Et puis ça revient dans les années 2000 sur le lien homme-animal. De façon factuelle, il y a la vache folle, il y a l'antibiorésistance, il y a un certain nombre de maladies. Il y a Ebola aussi, avec les animaux sauvages, etc. Et ça devient un truc plutôt de vétérinaire et de médecin. Les maladies qui passent de comment ça s'appelle, la grippe aviaire, etc. Les maladies qui franchissent la barrière des espèces. Et on se rend compte que l'homme et l'animal, d'élevage ou sauvage, c'est interconnecté. Et puis arrive le Covid, et avec le Covid, on parle de pression environnementale, des pangolins, etc., de plein de choses. Et du coup, les Nations Unies, c'est un truc qui était très... Moi, j'intervenais dans des congrès FAO et OMS, les Nations Unies pour l'agriculture et puis pour la santé. Et puis après, ils s'y rajoutent PNUE, c'est les Nations Unies pour l'environnement. Et en 2021, ils sortent une définition officielle. Alors, c'est celle-là que j'allais sortir. Je crois que c'est ça, la santé des animaux, des écosystèmes et des hommes est étroitement liée et interdépendante. C'est une affirmation. Et moi, ce que je raconte au début de mon bouquin, c'est comment c'est arrivé. C'est-à-dire que c'est pas une définition des Nations Unies qui me tombe dessus. Il faut que je travaille là-dessus. Mais je suis agronome, donc j'ai commencé à travailler dans les champs, sur les diversités dans les champs qui impactent la santé des sols. Ensuite, j'ai travaillé sur les animaux qui mangent ce qui pousse dans les champs. J'ai regardé ce que ça donnait sur la quantité, sur la qualité du lait, des œufs, des viandes qui nourrissent les hommes. Et après, j'ai monté des études cliniques et on a travaillé sur la santé de l'homme. Donc, il y a eu tout un continuum, c'est ma vie, ça. Et cette définition, puis après, j'ai fait une thèse de biologie, puis
un membre du jury qui m'a dit ce corpus de recherche, vous devriez en faire un livre. Donc on écoute toujours à son président de jury, donc j'en ai fait un livre. Et je me rappelle plus exactement qui m'avait dit ça, donc j'ai envoyé aux membres du jury qui m'ont tous dit c'est moi qui t'ai dit ça, donc ça leur a plu. Oui, je crois pas savoir qui c'est. Surtout, Voilà l'histoire. Surtout, vous avez montré, prouvé la relation bénéfique entre la façon dont on nourrit les animaux et les bénéfices sur la santé de l'homme. Alors, c'est bien, c'est pas qu'une hypothèse, c'est pas qu'une belle idée. Il y a une promesse un peu biblique, là, si les sols sont sains, si les végétaux sont en bonne santé, si les animaux sont bien nourris, l'homme se portera mieux. Ça, c'est une promesse un peu biblique. Après, il faut la démontrer. Et on a posé des hypothèses. Donc, la première hypothèse qu'on avait posée, c'était sur des histoires d'inflammation. C'est l'obésité, le diabète. Dans les années 2000, là, on commençait beaucoup à parler de carence en acide gras oméga 3, qui est un acide gras plutôt inflammatoire. Il y en a beaucoup dans le Beaufort, parce qu'il y en a beaucoup dans l'herbe. C'est un acide gras qui est constitutif des plantes quand elles font leur synthèse chlorophyllienne. Il y en a aussi beaucoup dans les algues, donc on en retrouve dans les poissons qui mangent les algues, mais aussi dans le fromage des vaches qui mangent de l'herbe. Et on y tient une carence en oméga 3, alors que c'est l'acide gras le plus répandu sur Terre au printemps. C'est un peu bizarre, et peut-être que ces maladies de civilisation qui se développent avec cette composante d'inflammation, peut-être que si on nourrissait mieux les animaux, peut-être que chaque fois qu'on passe une vache de l'herbe au maïs, on crée un déséquilibre. Le maïs, c'est riche en oméga 6, qui sont plutôt pro-inflammatoires. Le soja aussi. Si j'enlève le maïs, si j'enlève le soja, si je mets de l'herbe, si je mets du lin, peut-être que je vais améliorer les choses. Donc ça, c'est l'hypothèse. Alors l'hypothèse, on l'a démontrée avec une première étude clinique, et puis on en a fait 6 après. Et aujourd'hui, on travaille sur une autre hypothèse, qui est la densité nutritionnelle des plantes, qui serait un reflet de la vie du sol. C'est très compliqué de mesurer la vie du sol, mais c'est pour aller au bout du bout de la chaîne alimentaire. La chaîne trophique, elle commence au plus près des racines, elle commence avec tout un tas de microbes, des champignons, enfin Marc-André en parlera 100 fois mieux que moi. Mais alors quand on essaye avec des terrières d'aller regarder, de faire comment la génétique des populations du sol, on se rend compte que c'est compliqué, c'est des sciences un peu récentes, mais le début des chaînes trophiques, le début des chaînes alimentaires, elle est là. Et donc on pose l'hypothèse que si ça se passe bien dans le sol, si ça vit bien dans le sol, c'est pas qu'une promesse biblique, peut-être qu'on va renforcer la densité nutritionnelle des plantes et qu'on renforcera la densité nutritionnelle des produits des gens, des hommes qui mangent les plantes ou des vaches qui mangent les plantes qui poussent dans un sol sain et qui nourriront bien l'homme. Et donc y compris des fromages dont on parlera tout à l'heure. Pas que j'oublie d'en parler. Marc-André, sur cette définition d'une seule santé, vous parlez beaucoup des liens de dépendance dans le livre. Soigner les animaux et la nature, c'est prendre soin des hommes aussi. Quelque chose qu'on a un peu négligé, c'est qu'en fait l'humanité elle est apparue dans une diversité, dans des écosystèmes qui existaient déjà, et en réalité elle s'est construite avec des dépendances à ce qu'il y a autour d'elle. Et on a tendance à négliger ça parce qu'on a une vision de nous-mêmes centrée sur le culturel, mais on sort de la nature. Et en fait, on a gardé des attaches. Il y a des dépendances violentes et indiscutables. Si vous arrêtez de manger, vous êtes mort en quelques semaines, au grand maximum. Bon, et d'ailleurs, si vous arrêtez de boire, vous êtes mort encore plus vite. Et quelque part, l'eau, et notamment l'eau pure, elle ne vient pas de n'importe où. Elle vient des écosystèmes et elle vient notamment de la vie qui est dans les sols, pour reprendre ça. Bon, enfin, et quelque part, il y a intérêt à bien cultiver les écosystèmes et l'eau. On en reparlera sans doute ici après. Il y a des endroits où c'est plus subtil. C'est notre microbiote, par exemple. Alors ça, c'est aussi un endroit où on a des microbes et bon, du temps de mes études, on disait ils sont là parce que c'est chauffé et qu'il y a à manger, puis pour nous, c'est un peu zéro. En fait, on sait maintenant qu'ils assistent à peu près toutes nos fonctions. C'est-à-dire que quand on en a moins, quand on les retire, des fois, il y a des fonctions qui marchent moins bien. Attention, c'est pas qu'elles ne marchent plus, mais elles marchent pas très bien. C'est une des portes d'entrée, même si c'est pas la seule, de l'obésité, du diabète, de l'asthme, de l'allergie, des maladies auto-immunes comme la maladie de Crohn, par exemple, ou la sclérose en plaques, de l'Alzheimer, du Parkinson, du burn-out aigu, ou des syndromes autistiques. Alors ça, d'ailleurs, au passage, c'est un truc... on n'en meurt pas violemment tout de suite. Bon, c'est violent quand même en termes de souffrance éventuellement, et ça raccourcit la vie à peu près toute, là. Mais enfin, ça montre qu'on est capable de survivre un peu sans, mais c'est quand même, on a perdu en qualité. Et puis surtout, je vous interpelle là-dessus, on a une sécurité sociale qui va mal, financièrement, et tout ça, c'est des maladies chroniques.
c'est les plus chers. Hein. Donc à un moment, il n'y a pas que l'humain en tant qu'individu qui va mal quand la structure dans laquelle il est normalement enchâssé ou présenté comme dans un écrin, quand elle s'écroule, il y a aussi toutes les constructions purement humaines, ou que l'homme croit purement humaines, comme les sociétés, qui s'écroulent aussi en filigrane. Et là, l'écrin devient un linceul. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est-à-dire que la même chose qui peut nous soutenir peut le lendemain nous bouffer. Mais pas tout cru tout de suite, ce qui veut juste dire que, en fait, c'est une vie de souffrance, plus qu'une vie en bonne santé. Et on retombe là-dessus, hein. Je crois pas qu'on soit en train de discuter vraiment le fait qu'on va mourir de toute façon, c'est sûr. La question, c'est dans combien de temps et dans quel état. Alors, pour montrer ces liens de dépendance, vous nous proposez dans votre livre de faire chacun chez soi la méditation du réfrigérateur. Est-ce que vous pourriez juste nous en dire 2 mots ? Alors, comme m'a fait remarquer Jean-Marc Jancovici, vaut mieux prendre une photo du contenu du réfrigérateur et refermer la porte. Et là, vous méditez sur votre appareil, votre téléphone, vous avez pris la photo, et en fait, le truc, c'est de regarder tous les organismes qui sont présents, y compris sous forme d'emballage, et d'imaginer tous les écosystèmes dont vous êtes en fait membre. Parce que ces écosystèmes, non seulement vous en prélevez de la matière, vous êtes consommateur vraiment au sens biologique, ça va même avoir un lien si intime avec vous que ça va être votre énergie, votre phosphore, votre calcium, votre magnésium ou votre fer. Mais en plus, vous êtes vraiment décisionnaire de ce qui s'y passe, parce qu'avec votre carte bancaire, avec vos choix d'achat, vous décidez, vous validez ce qui s'y fait. Donc vous êtes vraiment membre de ces écosystèmes et vous êtes puissamment organisateur de ça. Le bilan, c'est que si on fait n'importe quoi dans ces écosystèmes, le lien est là. Vous pouvez très bien ne pas gérer ce qui s'y fait. Mais vous finissez, on l'évoquait à la fin de la table ronde précédente, par avoir beaucoup de cadmium dans votre alimentation si on ne gère pas un peu quel fertilisant on met. Vous finissez par avoir beaucoup de pesticides aussi dans votre alimentation, mais ça arrive aussi par l'eau. Hein. On le disait, l'eau, elle vient des écosystèmes aussi. Et puis dans votre méditation, vous ne devrez pas oublier les écosystèmes dont proviennent, même s'ils ne sont pas forcément vivants, les matériaux de votre frigo et l'énergie qui fait votre frigo. En fait, on est connecté à plein d'écosystèmes, aussi bien internes, nos microbiotes que j'évoquais à l'instant, que externes. Et quand on ne gère pas ces liens, en fait, ils sont toujours là. Parce qu'on dit souvent, il faut se reconnecter à la nature. Que nenni. On est connecté. Ce qu'il faut, c'est reprendre en main la connexion. Et on n'a pas les pesticides et du cadmium, on peut aussi parler de cette autre chose invraisemblable, on nous dit le poisson pas plus de 2 fois par semaine. En fait, on pourrait manger du poisson beaucoup plus souvent. En termes d'oméga 3 et d'oméga 6, il y a des choses intéressantes. Bon, peut-être pas toujours assez de celui qu'il faut, mais en fait, il y a des métaux lourds dans nos poissons, parce qu'on a mis un peu n'importe quoi dans nos rivières. Et on retrouve, et bien d'ailleurs dans nos sols aussi, parce que le cadmium des sols passe dans les rivières et sur le littoral où on pêche les poissons. Il y a donc tellement de métaux lourds maintenant dans les poissons que si on en mange trop, c'est pas très bon pour la santé. Voilà. En fait, ce qui se passe dans des écosystèmes lointains se passe réellement en vous. Et là, quand on a compris ça, quand on a cette autre façon de voir ce que l'on est, on ne peut plus penser qu'on peut être en bonne santé à n'importe quelle condition environnementale. Et donc, la santé passe par l'environnement et ça s'appelle One Health. On ne peut pas être en bonne santé, vous le dites Pierre, sur une planète malade. Voilà. Ou dans un environnement malade. Alors vous commencez le livre en disant d'ailleurs non pas je vais écrire un livre, mais puisqu'il n'est pas interdit d'écrire un livre, c'est comme ça que vous le commencez. Et donc j'aimerais bien juste qu'on passe un petit moment là-dessus parce que c'est important. Qu'est-ce qui vous interdit de parler de ça ? Parce que ça paraît tellement évident de relier l'environnement, les animaux et la santé des hommes. Et pourtant, vous avez passé plus de 25 ans à démontrer ce lien et vous faites état aussi dans votre livre des difficultés à faire avancer cette idée-là. Ouais, je peux pas, c'est pas mon sujet préféré, mais en fait, quand je raconte ces décennies-là, généralement, je le raconte en souriant parce qu'on a fait des choses bien, on a montré des trucs sympas, on a développé des filières, mais ça a toujours été compliqué parce que le système, l'offre alimentaire aujourd'hui, elle est régie par, on va dire, 2 mécanismes. Il y a une offre alimentaire à 2 vitesses,
qui est né de bons sentiments. Alors, c'est un peu politique ce que je vais dire. Il y a quelques décennies, il y a eu des crises du poulet aux hormones, il y a eu la crise de la vache folle, il y a eu avant la crise de surproduction des vins, etc. Et il y a eu la mise en place des signes officiels de qualité que je vais sûrement pas critiquer ici au pays de l'AOC. C'est très bien. On en reparle à la fin. Mais c'est très bien, c'est des fronts pionniers qui permettent de dire, et c'est super de dire, on peut produire autrement. Ça a été dit tout à l'heure, dire, on peut produire autrement, et l'exemple de ce que font les gens du Beaufort, c'est formidable. L'exemple de ce que font les producteurs bio, produire sans pesticides du tout, c'est vachement compliqué. C'est comme si nous, on se soignait sans médicaments du tout, c'est quand même compliqué, c'est des fronts pionniers. Mais tous ensemble, AOC, Label Rouge, bio, ça fait à peu près 10% de la consommation et de la production en France, à gros traits. Et les 90% qui restent, est-ce qu'on est condamné au premier prix? Est-ce qu'on est condamné à dire il y a deux parties de la population, les plus conscientisés, ceux qui savent, les plus riches aussi, et puis les autres? Non, il faut monter, enfin, en tout cas c'est ce qu'on a défendu au départ, et là tu te rends compte que le système il est assez cloisonné, et puis il y a un deuxième front qui est le front entre l'alimentation et la pharmacie. Ça, c'est un deuxième front. J'ai fait des conférences où on racontait ce qu'on avait fait sur des manips sur le diabète, où on regardait l'impact de ce que mangeaient les vaches sur l'insulinorésistance chez les patients diabétiques. Moi, je trouvais ça extraordinaire. Au bout de 90 jours, on avait diminué l'insulinorésistance, qui est quand même un marqueur clé du diabète, juste en changeant l'alimentation des vaches qui nourrissaient les gens. Donc, c'est publié. Ben, quand je présentais ça dans des congrès de diabétologues, j'avais pas un enthousiasme énorme dans la salle. Et tout autour de la salle, il y avait les stands de tous les labos pharmaceutiques. Tu te rends compte que quand tu casses des codes comme ça, finalement, tout va bien, quoi. Il y a les AOC, il y a les signes officiels de qualité, il y a les labos, et puis il y a la masse de gens qui sont les candidats au diabète, à l'obésité, aux maladies de civilisation, qui eux sont condamnés au premier prix. Et puis au pire, il y aura la Sécu qui remboursera les médicaments. Pour l'instant, ce système-là, il est mort. Et donc, casser les codes de ce système-là, je peux en faire des tonnes là-dessus, mais c'est compliqué. On a par exemple, quand je dis, puisqu'il n'est pas interdit d'écrire un livre, les études cliniques, on en a fait 8, il y en a 6 qui sont publiées. Elles sont publiées dans la presse scientifique à comité de lecture, sur tous les sites internationaux, Medline, etc. Vous les trouvez. J'ai pas le droit de les mettre sur le site de Bleu Blanc de Cœur. Parce que la répression des fraudes nous dit non, vous n'avez pas le droit, parce que c'est des communications santé, c'est encadré par des règlements santé, qui sont des règlements pharmaco, faits pour la pharmacie, quoi. Et vous n'avez pas le droit de parler de ça, vous n'avez pas le droit de dire ça. Alors peut-être qu'il y a un certain temps aussi, il y a des industriels qui en ont fait tellement, avec des bonbons sans cholestérol et des trucs comme ça, que ils ont bien fait d'encadrer les choses. Mais tu sens que c'est quand même gênant, c'est un front en fait, c'est un front entre la pharmacie et l'agroalimentaire, et qu'aujourd'hui le système tel qu'il est, ben il arrange plein de gens, comme on casse les lignes quand même, mais c'est long, et puis ben c'est pour ça que j'écris, pour partager tout ça. Voilà. Des fois, j'ai du mal à dire les choses, faudra m'arrêter. J'ai du mal à dire les choses en 5 minutes, donc 250 pages, c'est agréable. Voilà. Donc, la lecture est chaudement recommandée. Marc-André, c'est pour ça que j'ai dit recommandé, oui. Et c'est bon pour la santé. Ah non, j'ai pas le droit de le dire. Marc-André, je vous vois réagir, casser le système, casser le code. Est-ce que vous aussi, vous rencontrez ce type de résistance ? Pour tous ceux qui me font le plaisir de me suivre sur Facebook ou sur LinkedIn, oui, je crois que c'est assez clair, mais c'est aussi assez normal. On est néophobe, on n'aime pas ce qui change, ce qui est nouveau, parce que c'est compliqué, et puis aussi parce que c'est incertain. De ce qui est passé, on connaît bien les conséquences. On peut les nier, enfin, on voit à peu près ce qui marche et ce qui ne marche pas. De ce qui est nouveau, on ne sait pas ce qui va devenir. Et effectivement, il y a une résistance au changement qui, en plus, s'alimente dans le corps social du fait qu'il y a des gens qui ont investi pour faire comme on faisait et qui se retrouvent avec un investissement à valoriser, genre produire des pesticides, genre produire des semences toutes clonales, pour donner un exemple. Hein. Et donc, il faut qu'ils amortissent leur histoire. Quelque part, mettez-vous dans leur peau un instant. Même si des fois ils sont odieux parce qu'ils essaient de tordre la réalité pour la ramener, pour aller vers ce qu'on ne voudrait pas, c'est-à-dire que ça ne change pas, ils agissent en père de famille parce qu'en fait ils défendent leurs investissements, ils défendent le boulot des gens qui travaillent dans leur boîte, et voilà. Je pousse le trait à l'extrême pour dire que tout ça est compliqué et qu'il y a des gens qui s'opposent aux visions émergentes avec sincérité
ou avec l'énergie du désespoir. C'est important, parce que ça veut dire que, on peut désigner du doigt des lobbies, puisque en fait, ça tourne autour de ça, la résistance au changement. Mais il ne faut pas négliger que, éventuellement, ils sont aussi les solutions. C'est-à-dire que si effectivement on arrive à les faire bouger, alors comment les faire bouger ? Par la carte bleue, par les choix d'achat qu'on fait, un peu par la législation, aussi un peu par l'encouragement financier. Parce que moi, très longtemps, j'ai dit, il faut faire attention, dans ce pays, il va y avoir moins d'eau, il faut passer du maïs au sorgho. Puis on m'a fait remarquer qu'on peut produire du sorgho, mais aujourd'hui, personne ne va l'acheter. Donc effectivement, il y a toute une vision systémique. Mais je dirais que dans la distribution systémique du fait d'être à la fois une solution à un problème, il y a aussi le consommateur et la prise de conscience individuelle de chacun d'entre nous, au-delà même des moyens. Au-delà même des moyens. C'est est-ce que vraiment les gens sont là pour justement créer les politiques et soutenir les politiques incitatives, la consommation incitative. C'est pas si évident que ça. C'est toute une société qu'il faut changer. Tout simplement. C'est ce que vous disiez, vous recommandiez à la fin de la conférence précédente, c'est d'agir à la fois avec ça. Ouais, c'est vous qui faites du Larsen. À la fois avec sa carte bleue et son bulletin de vote aussi. Et puis la formation. Mais on en reparle aussi à la fin sur vos recommandations d'action. Moi, je voulais qu'on revienne dans nos alpages, dans nos magnifiques alpages, qu'on parle du fromage, parce qu'il se trouve que vous parlez tous les deux du fromage dans vos livres, à la fois sur la richesse du microbiote pour Marc-André, et puis Pierre, vous en parlez, vous expliquez le paradoxe alpin. Alors dites-nous ce qu'est le paradoxe alpin. C'est une expression de chercheurs suisses du Polytechnicum Zurich qui ont fait des études de consommation et qui se sont rendus compte qu'en Suisse, plus tu mangeais de produits laitiers, plus tu vivais vieux et moins tu faisais d'accidents cardiovasculaires. Et ils ont appelé ça le paradoxe alpin parce que dans beaucoup d'autres pays, notamment des pays de plaine, c'est le contraire. Plus tu manges de produits laitiers, plus tu risques de faire du cholestérol et des produits cardiovasculaires. Et ils ont publié leur papier dans un article qui s'appelle Circulation en anglais, qui doit être un papier de cardiologue. Et ils attribuent ça au fait qu'en Suisse, ils mangent beaucoup de fromages, des fromages d'alpage. Et dans les fromages d'alpage, il y a de l'herbe, tu vois, je disais, les oméga 3, il y en a plein quand il y a de la synthèse chlorophyllienne, quand les herbes sont courtes et poussent. Et il y a beaucoup d'oméga 3 dans les fromages d'alpage. Et donc, ils attribuent ça à ça, ils appellent ça le paradoxe alpin. Je suis pas certain qu'ils ont sûrement raison. Ça reste des hypothèses, des hypothèses d'épidémiologistes. Mais moi, il y a autre chose. J'ai relu dans le train, parce que je savais qu'on allait en parler. J'ai une thésarde en ce moment à l'université qui a fait son mémoire de M2 sur une question. Est-ce qu'on peut parler de valeur santé des fromages en fonction de ce qu'ont mangé les vaches? Alors, il n'y a rien dans la biblio, à part quelques papiers. Moi, il y a 2 études cliniques, celle que je racontais sur l'insulinorésistance, où on avait montré que juste en changeant l'alimentation des vaches, c'était des vaches l'hiver, qui mangeaient du maïs qui était complémenté soit avec du soja, soit avec des graines de lin, on avait amélioré des paramètres liés à l'insulinorésistance et à l'insulinémie. Et une autre étude a été faite sur des patients qui, eux, étaient pas malades, mais sur des paramètres cardiovasculaires. Et effectivement, en changeant l'alimentation des vaches, on améliorait significativement aussi. On a publié tout ça, des paramètres des marqueurs lipidiques qui, en gros, correspondent à une baisse de l'infarctus de 12% dans cette étude-là, ce qui est pas rien. Mais j'ai relu aussi des trucs, alors c'est des études par puzzle comme ça. Donc il y a des études cliniques qui montrent que. Alors pourquoi ? Les résultats, ils sont acquis. Il y a les études épidémiaux, il y a les études cliniques. Et alors le pourquoi, il est un peu plus compliqué. Quand tu fais de la science, tu sais jamais, t'as jamais un paramètre. La biologie, c'est compliqué. Mais la diversité, c'est quand même une clé de santé partout. Quand les vaches, elles te mangent, quand on dit de l'herbe, c'est bien de l'herbe. Mais si en plus c'est une prairie qui a jamais été labourée, c'est une prairie permanente d'alpage avec une variété d'herbes qui une va ramener du zinc, l'autre un antioxydant, la troisième, je sais pas, un autre truc, ça va forcément passer dans le lait. Et ça, c'est mesuré. Il y a des gens qui mesurent ça. Et le lait de montagne, le lait de pâturage de printemps de montagne, pour être très précis, c'est le top du top. Au niveau à la fois pouvoir anti-inflammatoire, beaucoup d'oméga 3, quasiment pas d'oméga 6, et aussi au niveau antioxydant. Il y a beaucoup d'antioxydants qui viennent des plantes qui sont mangées par les vaches. Et il y a 2 choses. La capacité antioxydante d'un fromage, ça se mesure.
Et c'est lié à deux choses. Ce qu'ont mangé les vaches au printemps. Donc il y a plus au printemps d'antioxydants que l'hiver. Mais de toute façon, Beaufort d'hiver, Beaufort d'été, je pense que tout le monde connaît ça ici. Et la deuxième chose, c'est la durée de maturation du fromage. Parce que les antioxydants, il y a des acides aminés, il y a des acides gras, il y a des vitamines. Mais il y a des choses qui évoluent pendant la fermentation. Mon voisin en parlera 100 fois mieux que moi. Et du coup, la qualité, je pense qu'il manque ça. Tout à l'heure, là, il y avait je sais pas s'il est encore dans la salle, le président du Beaufort qui avait posé une question à la fin en disant mais comment est-ce qu'on peut faire passer ça aux mangeurs finalement, lui faire comprendre que ce que dit Marc-André, la biodiversité, c'est pas seulement pour faire joli, c'est aussi pour se faire plaisir à soi. La biodiversité, faut se faire plaisir. Non, pour se faire du bien. Il y a que ça qui compte. On fait de l'économie expérimentale. L'homme est comme ça. Les bénéfices individuels, c'est ça qui le fait acheter, c'est ça qui le motive. Plus de santé, ça compte. Plus de goût, ça compte aussi. Le reste, le stockage du carbone, tout ça, c'est pas trop son truc. C'est bien, mais on va pas dépenser de l'argent pour ça. Mais si on arrive à montrer, moi, c'est ce que j'essaye de faire depuis des décennies, que bien produire. Aujourd'hui, je termine juste là-dessus, mais je veux le dire comme ça. On demande tellement de choses aux paysans. Quand le ministère de l'Agriculture a été créé en 1881, il y avait 18 millions de paysans en France, 48% de la population. Aujourd'hui, il y a 400 000 fermes et c'est moins de 3% de la population. Donc, quand j'ai commencé mes études agricoles, il fallait nourrir le monde. Maintenant, il faut nourrir le monde, préserver la biodiversité, le climat, prévenir les maladies de civilisation. Tu peux pas tout faire tout seul. Entretenir les paysages aussi. Entretenir les paysages, etc. Donc, il faut un nouveau contrat social. Ce que j'ai essayé de faire avec le Blanqueur, c'est ça. C'est qu'il y a un nouveau contrat social qui dise, voilà, OK, les paysans produisent mieux. Il faut que la main qui tende soit saisie. Il faut se mettre autour de la table. Et autour de la table, je peux encore dire 2 phrases là-dessus, parce qu'il y a un truc qui m'a frappé. J'ai l'âge d'être à l'Académie d'agriculture. Je suis pas dans la même section que Marc-André, dans une section économie. Il y a une fille qui est venue présenter une thèse l'autre jour sur les pesticides, sur les plans éco-phyto. Et elle disait, je sais plus ce que c'était sa spécialité, une sociologue ou une géographe. Elle disait qu'en fait, il y a plein de solutions techniques pour se passer des pesticides. Il y a plein d'innovations, plein de science qui est faite pour qu'on puisse s'en passer. Mais c'est pas mis en œuvre. Elle dit qu'il a manqué une chose forte, c'est l'innovation, mais organisationnelle. Elle dit en fait mettre autour de la table des gens qui ont un objectif commun pour y arriver. Il y a un jeu de rôle, hein, t'as les ONG, t'as les coopératives, t'as les interprofessions, t'as les syndicats. T'avances pas. Si tu te mets pas autour de la table avec un objectif commun, et je voudrais juste dire ça, je le dis à ce moment-là, il faut un nouveau contrat social. On dit il faut changer les choses, mais les choses ne changeront pas toutes seules et ça viendra pas d'en haut. Je crois à l'échelle des terroirs, je crois à l'échelle des initiatives. Et je suis content de ce qu'on a fait parce que ça a été compliqué, mais on a réussi à mettre autour de la table des gens qui venaient d'horizons très différents. Il y avait des paysans, il y avait des médecins, il y avait des consommateurs, il y avait des distributeurs, mais qui partageaient un objectif commun. Et quand tu fais ça, tu y arrives. C'est compliqué, mais tu y arrives. Merci. Ah, on peut applaudir, non? C'est beau ça. Merci. Vous mentionnez peut-être votre label Bleu Blanqueur. On en parlera juste après. On reste un moment sur les fromages. Marc-André, vous parlez beaucoup des fromages et des aliments fermentés qui ont des effets positifs sur nos microbiotes internes. Et puis, vous parlez également du lait cru. Donc, parlez-nous un petit peu de l'importance que ça a, ce type d'aliment. Alors, on sait que les aliments fermentés, aujourd'hui, ont des effets positifs, alors en plusieurs points. Il y a des effets positifs qui appartiennent un peu au passé, parce qu'aujourd'hui, nos aliments frais sont en assez grande quantité pour qu'on ait assez de vitamines. À une époque, ils permettaient d'avoir les vitamines des microbes dans des saisons hivernales où les vitamines de ce qu'on avait préservé étaient déjà oxydées. Donc, ils ont une dimension vitaminique. Ils ont aussi une fonction protectrice contre l'installation des micro-organismes indésirables. C'est vrai qu'aujourd'hui, entre les frigos et un certain nombre de composés antimicrobiens et stabilisateurs, on peut à la limite s'en dispenser, mais enfin, comment après on mange ces trucs-là, si vous avez un truc antimicrobien dans un aliment, ça risque bien de percuter votre microbiote. Donc il y a toutes ces fonctions, mais il y en a une qui a été découverte récemment, et je pense que le premier papier est accrédité à Dusko Ehrlich, qui est un de nos collègues de l'Académie d'agriculture. Vous voyez, c'est sérieux. Dusko Ehrlich, il travaille dans ce grand laboratoire qui a lancé la recherche sur les microbiotes, qui est un des laboratoires précurseurs pour le monde entier, à Jouy-en-Josas, et il établit ça sur du yaourt. Et alors, cet effet-là, c'est un effet sur notre microbiote qui est assez intéressant parce qu'il y a une idée reçue qui consiste à dire, oui,
Si je mange des choses qui contiennent des microbes, ces microbes vont s'installer en moi. En réalité, beaucoup périssent dans l'estomac, d'autres ne supportent pas la compétition. Et pour ceux qui arrivent à rester, il y a quelques exceptions, hein. Lactobacillus bulgaricus, du parmesan par exemple, quand on mange du parmesan et qu'on continue à manger des produits lactés, il s'installe. Mais enfin, la plupart du temps, il ne s'installe pas. Même ceux qui arrivent à survivre, ils sont de passage, ils sont expulsés dans les selles, et si vous cessez d'en manger, les espèces microbiennes des aliments fermentés finissent par disparaître. Mais il y a un effet positif. Alors vous savez que par rapport au microbiote, il y a trois grandes façons, la troisième je vais vous donner, de l'entretenir. Soit on lui donne des aliments qui lui permettent d'être là, c'est les produits laitiers pour le lactobacillus bulgaricus, dont je parlais, c'est les fibres pour la plupart de nos microbes, ça s'appelle des probiotiques. Il y a les prébiotiques qui consistent à manger des microbes et puis ils vont s'installer. Et je vous ai dit finalement, les aliments fermentés ne sont pas tellement prébiotiques. Par contre, on s'aperçoit qu'ils sont parabiotiques. Alors là, le mot, c'est moi qui l'ai inventé, hein, parce qu'il fallait un truc qui commence par P, qui finisse par biotique. Et ce que j'appelle le parabiotique, c'est la chose suivante. Il passe et il modifie le fonctionnement du microbiote en place, parce que transitoirement, ils sont là. Et du coup, ça perturbe un peu qui est là en grande quantité, qui est là en moins grande quantité. On voit en particulier que ça diminue un certain nombre de microbes qui sont des facteurs d'état pro-inflammatoire. C'est-à-dire que ce qu'ils émettent, notamment, ce sont qui produisent du H2S, de l'hydrogène sulfuré. Ça réduit les microbes qui produisent des composés qui vont induire des réactions du système immunitaire, des réactions complètement inutiles, mais qui créent des états pro-inflammatoires qui peuvent dériver en états inflammatoires, qui vont des insuffisances rénales ou hépatiques, à l'obésité d'ailleurs, en passant aussi d'ailleurs par des fois quand le système immunitaire fonctionne mal, il manipule des molécules un peu cancérigènes, donc ça peut faire des cancers. Okay. Donc ça réduit cela et au contraire ça améliore la quantité et le fonctionnement d'autres microbes qui eux ont l'effet inverse sur le système immunitaire, un effet régulateur, c'est-à-dire que le système immunitaire peut répondre beaucoup mieux et plus vite à une agression, mais ne manipule pas de molécules toxiques pour rien, ne crée pas d'états pro-inflammatoires pour rien. C'est notamment des microbes producteurs de butyrate. Donc l'idée de l'effet parabiotique, c'est pas l'installation d'un microbe, c'est la régulation par les microbes consommés du fonctionnement du tube digestif. Et on s'aperçoit que le couple fibre-aliments fermentés est génial. Sauf que, dans la situation actuelle, et je vais vite passer au lait cru, en réalité, c'est quoi les aliments fermentés ? Alors, la fermentation historique, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est un nectaire, fermier, c'est n'importe quoi. C'est du lait cru, donc il y a des microbes hérités du pis de la vache. Alors bien sûr, les pis sont bien nettoyés, il y a des consignes d'hygiène, ça traîne pas à l'air libre, donc il n'y a pas beaucoup de microbes, il y en a même de moins en moins d'ailleurs depuis quelques décennies. Et puis il y a aussi tout ce qui est gagné dans la cave, où ça vit dans une cave où il y a des choses qui occultent. D'ailleurs, récemment, la Communauté européenne a imposé de mettre des plastiques pour séparer le bois des claies du fromage, et ça c'est un peu con parce que le plastique, ça libère des microplastiques qui sont pas bons pour la santé, et puis surtout, en fait, où sont les microbes inoculants ? Souvent, ils sont dans le bois. Et ça, c'est bien démontré. Mais bon. Aujourd'hui, on fait plutôt des fromages pasteurisés, c'est-à-dire des fromages où, effectivement, on a tout tué en chauffant, et puis on réinocule 3-4 trucs. Mais vraiment 3-4 trucs, quoi. Des trucs qui font la pâte, des ferments lactiques, et puis, en attendant, des choses sur la croûte, s'il y en a une. Et ça, c'est déjà pas mal. Mais il n'y a pas toute la biodiversité qu'il y a dans un aliment issu du cru. Donc, je milite pour de la science, moi. Je milite pas pour des organisations politiques ou des choses comme ça. Mais je milite pour une prise en compte de ça au sein de la Fondation pour le fromage au lait cru, qui a récemment publié un article, une synthèse, un rapport sur les aliments au lait cru qui est disponible en ligne. Le risque, évidemment, c'est que là-dedans, dans cette diversité, il peut y avoir une salmonelle ou une listeria. Effectivement, c'est problématique. Cela dit, quand c'est stérilisé, qu'on a réintroduit un ou deux microbes, il y a encore de la place pour d'autres microbes. Et si jamais une salmonelle ou une listeria arrive quand même à s'introduire, elle a peu de chances de le faire, mais quand elle le fait, alors là, il y a à bouffer pour tout le monde, parce que l'espace n'est pas saturé. Et les pizzas Buitoni qui ont tué cet été étaient issues d'un environnement complètement stérilisé, tant et si bien que les salmonelles qui se sont développées ont eu... c'était une partie de plaisir, quoi. Moins pour ceux qui les ont consommés, puisque je vous rappelle qu'il y a eu des morts. Donc l'idée, c'est qu'on n'est pas assez contaminé dans nos aliments pour le fonctionnement de notre microbiote et pour avoir un écran, et que c'est illusoire de penser avoir un très bon écran stérilisant. Donc contaminons-nous alors.
Donc la France, hein, un grand pays de fromage, 10% de fromage au lait cru, et la Suisse, 70%. Oh. Oui, vous précisez la recommandation de l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation est d'éviter les fromages au lait cru avant 5 ans. Elle est appliquée dans les cantines et elle voudrait l'étendre aux enfants de moins de 10 ans. Et c'est une sorte de principe de précaution, mais là, en fait, sans doute excessif. La vérité, c'est qu'il faut donner le choix aux gens, déjà, entre le risque d'un aliment au lait cru et le risque des maladies chroniques induits par le fait que le microbiote ne fonctionne pas bien. C'est ça, en gros. On choisit le risque. Et puis, il faudrait peut-être avoir une vraie politique pour les produits au lait cru de détection sur les lots. De façon à suivre en temps réel qu'est-ce qui se passe. C'est un tout petit peu plus cher, mais bon, voilà. C'est le prix de la santé. Merci. Vous aviez une réaction? Oui. C'est juste un petit commentaire, mais par rapport à mon âge, quand j'avais 20 ans, il n'y avait pas d'allergie. Et récemment, j'organise un camp de vacances pour les enfants, questionnaire, quelles sont vos allergies alimentaires, etc. Et il y a un enfant sur 3 qui a cette problématique. Et ce n'est pas un hasard, et c'est directement lié à la nature, aux animaux et à l'alimentation. Le lien avec l'allergie. C'est typiquement une de ces maladies liées au manque de contamination microbienne. Erika von Mutius, une médecin allemande, avait repéré que dans les pays de l'Est, il y avait moins d'allergies en Allemagne de l'Est, il y avait moins d'allergies qu'en Allemagne de l'Ouest, alors que les gamins vivaient dans les mêmes milieux socioculturels, et en fait, il n'y avait pas les mêmes règles d'hygiène. Et depuis, elle a fait beaucoup de travaux, notamment à la cohorte Pasteur, sur 2000 petits Européens, 200 dans 5 pays. Et là, on voit très très bien le lien qu'il y a entre les risques d'allergie et l'exposition à des animaux, à la vie à la campagne, à la vie à la ferme en particulier, et aussi au lait cru. Dans la consommation peut vous réduire les probabilités d'otite chronique à répétition, d'otite et de sinusite chronique à répétition de 60%. Les risques de dermatite atopique, qui est aussi une réaction allergique, de 30%. Le fait que la maman ou l'enfant ait consommé du lait cru. Donc peut-être pas à n'importe quel prix et dans n'importe quelle condition, mais on voit, en gros, c'est le choix entre le risque de mort aiguë, voilà, c'est mort aiguë, ça s'appelle la mort, quoi, et le risque de toxicité chronique. Mais c'est ce choix qu'on ne donne pas aux gens. On ne se donne pas les moyens, finalement, d'avoir des trucs plus contaminés avec plus de détection pour éviter que... Pierre, vous vouliez répondre? Non, c'est bon. Oui, vous aviez une question? C'est une remarque. En fait, aujourd'hui, le souci, c'est qu'on voudrait le risque zéro. Aujourd'hui, quand vous prenez une voiture et vous allez d'un point A à un point B, vous savez très bien que vous pouvez vous faire rentrer dedans ou vous pouvez avoir un accident. Et aujourd'hui, entre le choix de consommer un produit au lait cru ou quelque chose qui est aseptisé avec les risques qu'on a, c'est vrai que aujourd'hui, la législation, elle voudrait qu'on ait le risque zéro. Et en fait, il n'existe pas. Donc le risque zéro, il n'existe pas plus dans l'alimentation. Donc on peut faire les choses bien que dans tout le reste de nos vies, en fait. Et aujourd'hui, un des gros soucis, il est là. Et le bénéfice du lait cru par rapport au risque encouru d'en manger, bon, ceux qui sont dans la salle, je pense qu'ils sont tous convaincus. Mais en fait, il n'y a même pas de lieu à question. Et pour participer aux commissions lait cru au niveau national, avec le CNAOL, le Comité national des appellations d'origine laitière, et on ne se fait pas entendre par nos politiques. En fait, ils ont envie d'une chose, c'est de garantir le zéro risque. Donc il faudra qu'ils puissent sortir de leur plate-bande et puis qu'ils disent maintenant on soutient le lait cru, mais fermement. Et nous, la filière Beaufort, on est un peu moins impacté parce qu'on a une pâte pressée cuite, donc on a la chance de ne pas avoir trop de soucis. Mais quand on entend les bénéfices du lait cru, eh ben c'est aberrant. Voilà. Et puis en plus, c'est quand même meilleur au goût, non? Hein, on est d'accord. Pierre, est-ce que vous pourriez nous parler du label Bleu Blanc Cœur que vous avez co-créé? Avec plaisir. En fait, l'histoire, je ne vais pas raconter toute ma vie, mais on avait... Fallait m'inviter il y a 40 ans, alors ça aurait été plus court. Mais j'étais arrivé, j'ai commencé en 99.
98, un petit peu avant. On avait fait plein d'études avec pas mal de labos INRA sur l'impact de ce que mangent les animaux sur la composition nutritionnelle des produits. Et je me retrouve dans un congrès de nutrition, c'est pas les journées francophones de nutrition, à expliquer que c'est l'hypothèse dont je parlais tout à l'heure qu'on voulait mesurer, l'impact de ce que mangent les animaux sur la qualité nutritionnelle des produits. Puis j'explique dans le congrès, avec un espèce de tableur, qu'effectivement, si les animaux mangeaient différemment, on pourrait résoudre un certain nombre de choses. Et puis un type dans la salle, un cardiologue un peu connu, un peu pas très gentil, qui se lève et qui... Les jeunes diraient, il me bâche, je sais pas, il me clash, enfin, il me dit, mais c'est nul ce que vous dites, c'est pas des vaches, si vous voulez montrer quelque chose en santé humaine, il faut faire une étude clinique. Je suis à la tribune, je dis, je sais pas quoi dire, je dis, bah oui, vous avez raison, on va faire une étude clinique. Et genre, je vous passe les détails, on a réussi à monter une étude clinique. Une étude clinique, d'habitude, c'est une pilule bleue, une pilule rouge. Là, c'était des palettes de fromage, de yaourt, d'œufs. Il fallait trouver les gens qui nous les fournissaient. Il fallait que ce soit fait dans les règles de l'art. On a monté ça avec l'INRA, l'Institut de l'élevage, etc. Il y a avec un hôpital et puis un investigateur, un labo qui faisait les analyses. Et au bout du bout, il y avait deux groupes de personnes qui mangeaient exactement la même chose, sauf que on leur amenait un œuf. On ne savait pas si la poule qui avait pondu l'œuf avait mangé du lin ou du soja. On ne savait pas ce qu'avait mangé la vache, etc. Et on faisait des prises de sang aux gens tous les 15 jours. Au bout de 15 jours, on avait changé complètement la composition du sérum, ce qui est un peu normal parce que ça reflète ce que les gens ont mangé la veille et l'avant-veille. Mais au bout de 30 jours, on avait changé complètement. Quand je dis complètement, c'est significatif. Comme disent les statisticiens, 10 puissance moins 10, ça veut dire que tu as une chance sur 1 et puis 10 zéros de te tromper quand tu dis que l'impact de ce qu'ont mangé les animaux sur la composition des membranes des globules rouges. Il faut comprendre que quand un virus veut rentrer dans l'organisme, il faut qu'il passe la membrane des globules rouges. C'est très régulé, c'est des phospholipides, c'est fabriqué très loin de la circulation sanguine, dans la moelle osseuse des muscles plats, c'est très loin, c'est très régulé. Et ben on l'avait changé, pas en fonction de ce que mangeaient les gens, mais en fonction de ce que mangeaient les animaux qui nourrissaient les gens. La santé unique, l'une seule santé, elle est là, parce qu'on faisait du bien au sol, et on montrait ça. Et une fois qu'on avait fini ça, on s'est dit, une petite équipe, on était 3, l'investigateur, promoteur, etc. Et on va voir les industriels qui nous avaient fourni le beurre, les directeurs scientifiques des boîtes qui nous avaient fourni les œufs, les jambons, les beurres, etc. Qui étaient des types très sympas. Ils nous disent, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, on va aller voir les directeurs marketing, les directeurs généraux de ces boîtes-là qui nous ont dit, vous êtes gentils les gars, mais ça marchera jamais. Comment veux-tu expliquer? Je me souviens d'avoir le camion qui ramasse le lait, il passe dans le village, il ramasse le lait de tout le village. Si tu veux que le camion il s'arrête pour ramasser le lait dans la ferme où ils nourrissent comme ça et pas dans la ferme où ils nourrissent comme si, ça va coûter une blinde. Et puis tu sais, les gens, ils ont du mal à faire la différence entre du beurre et de la margarine. Alors la différence entre le beurre de la vache qui a mangé de l'herbe et le beurre de la vache qui a mangé du maïs, ils y arriveront jamais. Et donc on s'est retrouvés et on s'est dit c'est dommage parce qu'on tient un truc qui est fort en matière d'environnement, ce lien au sol, en matière de santé animale, en matière de santé humaine. On avait validé l'hypothèse posée quelques années plus tôt. Et donc on s'est réunis à l'école de la santé publique à Rennes. Et avec 20 adhérents, maintenant ils sont 40 000, on a créé l'association Bleu-Blanc-Cœur. Bleu parce que c'était la couleur de la fleur de lin qu'on voulait relancer, qui était un peu la plante symbole, mais aussi du lupin, qui était la première plante de la luzerne, etc. Cœur parce qu'il y avait cette cible cardiovasculaire, et puis blanc pour la transparence. Elle avait une originalité, donc c'était une association, maintenant c'est devenu une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Maintenant il y a le logo, je vois que je l'ai là... Maintenant, je sais dire Bleu-Blanc-Cœur en hongrois, parce que hier, j'étais en Hongrie, un congrès de Bleu-Blanc-Cœur en Hongrie. Kekfeherzib. C'est vachement utile, quand même. Et ça, c'est bien développé à l'huile de coude, hein, parce qu'on a eu beaucoup de soutien de l'État pour monter nos études, pour nos publications, il y en a eu beaucoup. Par contre, des soutiens pour rentrer dans Egalim ou dans des trucs comme ça, faut se battre tout le temps. Hein. On a eu quelques ministres de l'Agriculture qui sont venus nous voir. Il y en a un qui est savoyard, c'était Michel Barnier, qui est venu nous voir au tout début en disant, je me souviens bien, en 2009, en disant ce que vous faites, c'est une œuvre d'intelligence et je m'engage au nom de tous les ministres de l'Agriculture qui me suivront à vous soutenir, à moins que ce soit vous qui nous précédiez. On les a précédés parce que les ministres d'après, il y a eu Le Foll aussi qui est venu nous voir, c'était les deux. Les autres, on peut pas dire qu'ils nous aient beaucoup soutenus. Avec ces deux-là, on a signé des accords, PNNS, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Mais tu vois que ça s'est développé et que c'est plutôt positif de voir que ça a pu se développer avec un objectif commun.
Maintenant, on s'adresse beaucoup, on se développe beaucoup sur des fruits et légumes. C'est compliqué, la physiologie végétale. Mais je vous raconte juste cette histoire-là parce elle est récente et puis elle n'est pas dans le bouquin, mais elle m'a fait beaucoup plaisir. C'était il y a quelques mois, j'étais avec mon épouse en bagnole et je reçois un coup de fil avec un gros accent du sud-ouest. Et le gars m'explique qu'il a lu mon bouquin et qu'il veut faire des fruits bleu blanc cœur. Donc je lui demande qu'est-ce qu'il fait comme fruit. Et il me dit c'est le seul fruit je me souviens très bien, c'est le seul fruit qui change de sexe quand tu l'as cueilli. C'est la prune qui devient pruneau. Et donc il m'explique ça, il m'explique qu'il y a une organisation de producteurs et qu'il y en a une dizaine sur les, je sais plus combien, sur les 100 qui sont engagés depuis 10 ans dans des process agroécologiques, avec la gestion de l'enherbement, gestion de la taille, gestion des pesticides, etc. Et il me dit, mais là, je vais venir chez Super U à Nantes, moi je suis à Rennes, je vais vous amener des pruneaux. Et il vient, quand il neigeait, là, en janvier, il m'amène des pruneaux, 6 sacs. Et c'est la première fois qu'on faisait un essai en aveugle complet. C'est que 6 sacs, c'était 6 fermes, on avait 3 en agroécologie et 3 en conventionnel. Et donc j'ai amené ça au labo à l'université. Il m'avait amené des chocolats aux pruneaux avec, donc j'ai pu soudoyer les chimistes pour leur dire, les gars. Et on avait un gars qui faisait un stage, mais c'est une belle histoire. On a développé des méthodes. Alors c'est pas simple, hein, il faut des méthodes d'extraction parce que tu analyses un produit liquide, donc faut pas en laisser trop dans le culot. Comment est-ce que tu extrais enfin bref, ils arrivent à faire des méthodes d'extraction. On regarde la biblio, on voit ce qu'on peut doser dans le pruneau, qui est un truc intéressant. Il y a plein de choses dans le pruneau. Et au bout du compte, on a les résultats, puis on voit 3 qui sont en capacité antioxydante et puis sur les profilages métaboliques. On a vraiment 2 groupes, 3 qui sont là et 3 qui sont là. 2 fois plus de capacité antioxydante, des profilages métaboliques avec plus de pics, plus d'air sous la courbe. Mais on ne savait pas qui c'était. Donc on fait une visio, on leur présente les résultats. Et les types ont la banane, le sourire jusque-là, parce qu'effectivement les 3 meilleurs, je pense pas que c'était un coup de chance, c'était les 3 en agroécologie. Et donc on montre bien que cette hypothèse que on peut lire dans le produit final la qualité de ce qui a été fait avant. C'est-à-dire que One Health, une seule santé, ça a une réalité biochimique, c'est une réalité biologique. Il y a plein d'aspects, mais quand on peut le mesurer, c'est du bonheur. Et Bleu Blanc Cœur a eu cette originalité d'imposer une obligation de résultat. Aujourd'hui, on développe ça. Les gens, ils sont sensibles. Je pense à la fois, c'est une boussole pour le producteur et une boussole pour le mangeur. Alors, le mangeur, quand il est dans le rayon du magasin, peut-être qu'il s'en fiche, mais tous ces tiers de confiance, il y a 5000 médecins diététiciens maintenant dans Bleu Blanc Cœur. Dans la commune où j'habite, il y a un boucher charcutier Bleu Blanc Cœur, et quand je vais le voir de temps en temps pour lui acheter un truc, mais tu sais, le médecin m'a encore envoyé un gars à qui il avait dit si tu veux continuer à manger des rillettes, faut en acheter des Bleu Blanc Cœur. Ça compte. Et ces tiers de confiance-là, ces diététiciens, ces médecins, eux, ils sont sensibles à ça, à ces analyses, et ça aide. Et du coup, on s'est développé comme ça, comme ce que je racontais tout à l'heure du contrat social, parce qu'autour de la table, il y avait des gens, il y a tout le temps des compromis, hein. Mais on partageait un objectif commun en matière de santé, en matière de climat, d'environnement. Alors, t'as toujours des compromis. Tu ne fais jamais l'idéal de l'idéal. C'est pour ça qu'il faut des fronts pionniers qu'on met en avant. Mais on avance et ça c'est bien développé. Puis maintenant, ça se développe en Hongrie, en Malaisie, un peu partout. C'est bien. Merci, merci Pierre pour ce témoignage. Marc-André, sur cette idée de front pionnier, on a les labels, on a aussi des cahiers des charges d'AOP. Quels seraient d'autres types de fronts pionniers que vous voyez dans l'agriculture aujourd'hui ? Il y en a plein. On l'évoquait tout à l'heure à la fin de la table ronde précédente, il y a le lien effectivement entre la recherche et l'agriculture. Je pense que les fermes défis de l'INRA, DEPHY, dont on mentionnait effectivement la démonstration qu'elles opéraient de la possibilité d'une réduction d'intrants à rendement identique est vraiment la preuve qu'effectivement on a des marges d'amélioration, et donc il y a effectivement un besoin d'une discussion entre ceux qui innovent sur le papier, je dis sur le papier parce que souvent il y a des essais quand même dans les champs, mais ceux qui innovent sur le papier, les chercheurs et puis les praticiens, d'une part. Un autre front, c'est d'expliquer ça aux gens et de les rendre, je reviens à ce que j'ai tout à l'heure sur l'utilisation de la carte bancaire et de la carte électorale, de rendre les gens conscients de ça et de créer une demande, parce que ça sert à rien de faire Bleu Blanc Cœur si les gens n'ont pas envie d'acheter Bleu Blanc Cœur. Il y a aussi ce problème. Alors, Bleu Blanc Cœur a une chance,
C'est que c'est combien de pourcents du marché? Dans la production animale, maintenant, c'est entre 5 et 10%. C'est pas encore énorme, mais ça monte. Mais ça ne rencontre pas le plafond de verre, qui est le plafond de verre de l'inintérêt d'une grande partie de la population. Inintérêt, non pas coupable, mais par ignorance. Et donc, il y a un besoin d'information, et puis de formation de la jeunesse, hein, ça c'est clair, il faut avoir plus de compétences dans le domaine du vivant pour comprendre vraiment les enjeux de ce à quoi on est confronté. Donc, moi je pense qu'il y a l'enjeu producteur, l'enjeu consommateur. Aujourd'hui, moi j'ai la chance de faire partie de Pour une agriculture du vivant, qui est un consortium qui va des producteurs aux distributeurs et qui essaie de promouvoir une agriculture non labourée, par exemple. Enfin, une agriculture dite régénératrice. Et collectivement, c'est-à-dire en sécurisant les exploitants dans leur transition, en les sécurisant par une promesse de l'aval. Alors ça vaut ce que ça vaut. Moi, je suis au conseil scientifique et je suis très content, notamment qu'on ait publié un indice de régénération qui permet, en rentrant ces pratiques, de voir, d'obtenir un score qui n'a pas grande valeur en lui-même, mais que vous allez pouvoir comparer au score que vous obtiendrez si vous changez telle ou telle pratique. C'est un score environnemental, là. C'est pas du tout un score, voilà. Donc il y a vraiment en fait un besoin de réconcilier l'aval et l'amont. Et donc des initiatives comme Pour l'agriculture du vivant me paraissent positives. Il y a besoin aussi donc de réconcilier la recherche et la pratique. Et ça, je veux dire que là, si je peux tacler un peu les syndicats agricoles, je sens pas tellement leur rôle moteur. Et j'aimerais surtout dire ce qui suit. C'est que ce qui est grand dans l'agriculture française, parce que Annie Genevard, à propos du cadmium à l'Assemblée nationale, elle a vomi un blurb complètement nul, mais nul. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien, elle n'était pas dans le sujet, le peu de trucs un peu techniques qu'elle disait, tout était faux. Même un représentant de la FNSEA m'a dit après, franchement, c'était merdique. Bon, c'est dire. Et mais elle termine en disant, et l'agriculture française est belle. Alors ça, c'est le seul truc qu'elle a dit qui était exact. Mais elle est belle pourquoi ? Est-ce qu'elle est belle de ce qu'elle fait ou d'avoir su le faire ? Je vous le fais différemment. Est-ce qu'elle est belle des pratiques actuelles ou du fait qu'elle s'est adaptée aux demandes, à l'évolution des demandes et des techniques par le passé ? Ce qui est grand, c'est la capacité à s'adapter, à changer. Regardez les photos des exploitations agricoles il y a 10, 20, 30 ans. Alors en plus, il y a 50 ans, c'était encore pire. C'est pas du tout la même chose, vous y êtes ? En fait, ce qui est grand dans l'agriculture française, c'est la capacité de changer. Elle est incarnée où aujourd'hui ? Dans les mouvements agricoles actuels. Et en fait, l'horreur, c'est que quand vous êtes, comme moi, au contact des agriculteurs, dans des formations Vivea, par exemple, pour les chambres d'agriculture, il suffit que je parle, en fait, pour que ça fasse... Vous voyez. Tournez peut-être un petit peu cette... Ah oui, si je me tourne comme ça. Donc, quand je fais des... Quand je fais des formations d'agriculteurs, des formations Vivea ou des choses comme ça, il n'y a pas trop de problème. Hein. Les agriculteurs, ils ont un niveau de formation qui est assez au-dessus de la moyenne professionnelle. Hein. Et il n'y a pas trop de problème, simplement, c'est la dynamique du groupe en ce moment qui est vraiment enrayée dans l'agriculture. C'est-à-dire qu'il y a des petits paquets qui avancent. Bon, Beaufort, par exemple, la preuve, c'est qu'on est là pour en parler aujourd'hui, et donc très librement, et là, on peut être que reconnaissant. Il y a des individus qui avancent, ceux qui, par exemple, font de l'agriculture non labourée, mais il n'y a pas de mouvement d'ensemble. Hein. C'est ça qui m'inquiète, moi. Merci. Alors, Merci beaucoup. Quand on invite Marc-André Salos, il se passe toujours quelque chose, comme dans l'agriculture. Merci à Pierre et à Marc-André. On va passer aux questions. Et juste, comme une voiture les attend pour les ramener à la gare, on s'arrêtera à moins le quart et il y aura un petit 10 minutes à peu près de dédicace si vous le souhaitez. Mais là, on a du temps pour les questions, donc allez-y. Je vais juste en profiter, un tout petit truc pour rebondir quand je parlais du contrat social. Marc-André disait tu peux pas compter que sur le choix du consommateur. Le contrat social, c'est qu'il y a aussi... Blancard, je suis content parce qu'on en trouve à la table de certains restaurants étoilés, t'en as aussi dans les Crous. Le premier donneur d'ordre, je crois que c'est les cantines des armées. T'en as dans tous les rayons des Super U, t'en as dans les marchés fermiers, t'en as partout. Mais il faut que des gens décident. Le consommateur tout seul, il changera pas. C'est aussi un front pionnier de consommateurs comme il y a un front pionnier de producteurs. Mais il faut qu'il y ait des donneurs d'ordre. C'est ça aujourd'hui qui s'y mettent et ça, c'est indispensable. La commande publique est un gros moteur qui est dans nos mains, finalement, indirectement, par les élus qu'on se choisit.
Oui, alors j'avais une question concernant le non-labour. Comment ça, on laboure, comme vous l'avez dit, pour tuer les herbes et, en fin de compte, implanter que la céréale que l'on veut faire pousser. Comment ça se passe quand on ne laboure pas? Il y a trois façons de faire. Soit vous êtes dans une pratique comme de l'arboriculture ou de la vigne où vous pouvez avoir de l'herbe, mais il faut gérer l'emmerdement. Là, vous pouvez mettre du pâturage, par exemple. Vous pouvez des animaux, voilà. Ça a d'autres fonctions d'ailleurs, hein, en arboriculture. Ça se développe parce que ça a d'autres fonctions sanitaires. Je ne vais pas rentrer là-dedans. L'autre solution, c'est sur des petites surfaces, c'est les paillages. D'ailleurs, du bois ramel fragmenté, des paillassons que vous mettez pour tuer. Alors, pas du plastique, parce que ça laisse des microplastiques. Mais donc, vous pouvez tuer la végétation de cette façon-là. Quand vous arrivez sur des très grandes surfaces, ça devient plus difficile. Et là, j'ai dit qu'il y avait trois solutions, mais je me suis complètement... Bon, donc, je veux désherber à la main. Ça, en maraîchage, c'est pas aberrant. Hein. Je peux désherber par paillage. Je peux gérer l'enherbement si j'ai pas besoin de retirer complètement les herbes avec des animaux. Ensuite, en très grande surface, qu'est-ce qui me reste? Là, on a besoin, quand on fait du blé, de tout bousiller avant de semer son blé. Alors, il reste la voie glyphosate et la voie travail superficiel. Mais le problème du travail superficiel, c'est que c'est moins violent qu'un labour, mais ça abîme quand même la vie du sol. Et le problème du glyphosate, c'est que c'est moins violent mécaniquement qu'un travail superficiel, mais le glyphosate, il tue plein de choses dans le sol, à commencer par les vers de terre. Sauf que, c'est là que c'est subtil, il tue moins de choses que le labour. Donc un sol qui est plus labouré avec glyphosate, il est plus vivant, il est 20% en nombre d'individus plus vivant qu'un sol labouré avec ou sans glyphosate. Donc, alors ça me fait chier, moi, parce que le glyphosate, je sais qu'il n'est pas bon pour les vers de terre, pas bon pour certains champignons et pas bon pour les gens aussi. Mais enfin, c'est mieux que de labourer, parce que quand vous labourez, vous avez une érosion qui est 10 fois plus importante, donc en fait, vous êtes en train de bouffer le sol des générations suivantes. Et ça, c'est une des limites du bio, d'ailleurs, qui par ailleurs a plein de qualités, et moi, je fais partie des gens qui défendent le bio, hein. Mais le bio, en grande surface, quand il faut désherber, il n'a que le labour. Et ça, c'est pas très bon. Mais c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il y a deux pas en avant, l'agriculture non labourée, et même s'il utilise du glyphosate, et le bio, même s'il utilise le labour. Et demain, il faut qu'on aille vers le Graal, qui est l'ABC, l'agriculture biologique de conservation, qui existe déjà sur des petites surfaces, voire même sur des grandes surfaces. Moi, je connais un papy à côté de... flûte. Pas très loin de Beauvais. Et ça fait 40 ans, alors maintenant il ne travaille plus, hein, il a passé à ses enfants, mais il accueille encore des stagiaires du lycée agricole d'à côté, qu'il n'a pas labouré et qu'il est en bio. Et en fait, ses rendements sont dans la moyenne locale. Alors, coup de chance par rapport aux pathogènes et par rapport à ses sols, ou travail de précision difficile à transposer dans les mains de n'importe qui. En tout cas, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui essaient de travailler sur ces alternatives, et il ne faut pas bouder les deux solutions partielles que sont le bio et l'agriculture de conservation des sols. Je peux rajouter quelque chose, parce que à la fois la question est bonne, la réponse est bonne. Du coup, je vais en faire un troisième, ce sera nettement moins bien. Mais c'est-à-dire, en fait, en agriculture, faut pas de dogmatisme. Quand Marc-André dit le labour, c'est pas bien, le glyphosate, c'est pas bien non plus. Faut doser. T'as des techniques de semi-direct, il y a des gens qui y arrivent très bien. Mais je rebondis sur ce qui est un peu ma ligne directrice, de dire arrêter le labour, c'est comme arrêter les pesticides, c'est compliqué, parce que les voies d'agriculture conventionnelle, la chimie, c'est plus simple que la biologie, en règle générale. La question est très bonne, hein. Soigner les sols, c'est pas leur imposer trop de mécanique et pas leur imposer trop de chimie non plus. Mais il y a des équilibres à trouver, et il y a des moments où c'est compliqué. Les types qui suivent ça en économie disent un gars qui passe en agriculture de conservation des sols, il faut 4-5 ans pour retrouver un équilibre. Alors, s'il en fait depuis 40 ans, oui, mais les 4-5 ans, il faut les passer. Et le contrat social, c'est aussi aider ces gens-là, montrer que ce qu'ils font, ça a un bonus en termes de santé, de goût, etc., pour qu'on puisse passer ce cap-là, qui est un cap. C'est un vrai cap, hein. Quand tu dis que les gens ne bougent pas, c'est difficile de bouger dans le contexte de prix où on est aujourd'hui. Et il faut aider, il faut que ça concerne toute la société. Le paysan ne peut pas prendre les risques tout seul, même s'il sait qu'il faut changer. Une autre question. Notre micro se balade dans la salle. Oui, vous parliez tout à l'heure de pionniers, et par expérience que l'on peut peut-être dire sur une contrainte. C'est-à-dire que les pionniers ne sont pas toujours suivis, même au bout de 30 ans, par les politiques.
Alors je me présente, je m'appelle Sébastien, je viens du département du Puy-de-Dôme. Je suis salarié dans une exploitation bio, Nature et Progrès, depuis 30 ans. Enfin, moi depuis 15 ans, mais la ferme est passée en bio depuis 30 ans. Conservation des sols, nous nourrissons nos vaches avec du sainfoin, qui est cultivé sur 5 ans, fauché 4 fois par an. Le sainfoin est riche en tanins, donc ça nous permet de protéger nos vaches. Il n'y a aucun vermifuge, il n'y a rien. On fait des bœufs de 3 ans qu'on vend en direct, une partie en direct à nos clients. Et après, ce sainfoin qui est la base de la rotation, on a 130 hectares de culture derrière où on fait 17 productions végétales différentes et une bonne partie passée au moulin. Mon patron, il a 70 ans au mois d'avril, ça fait 30 ans qu'il a commencé ça, et ben, je suis presque désolé de dire que ça n'a pas suivi au-delà de ce qu'on pourrait faire. Moi, je suis dans la ferme depuis 15 ans, mais je suis tout seul et je ne peux pas faire le boulot. Et la ferme, elle fait vivre sur 300 hectares, plusieurs productions, elle fait vivre un couple, donc mon patron et sa femme, et nous, on est 2 salariés plus un apprenti. Et on a de bonnes conditions de vie et on mange très bien puisqu'on mange les produits de la ferme. Et en plus, on a un atelier de poulet qu'on vend tout en direct à nos clients. Et c'est vrai que là-dessus, je ne sais pas quel est votre pouvoir pour appuyer un peu plus les politiques. Je suppose que vous êtes contraint en face. J'ai la réponse. Je pense qu'en face, il y a une grosse pression des agro-industriels qui sont derrière. Vous parlez tout à l'heure de la pharmacie qui était en face de vous et qui vous cloue le bec. Et ça, c'est bien dommage. Parce qu'aujourd'hui, on critique les bio, notamment, mais moi, je vois les bêtes qu'on produit, on est en race au braque. Et ben, je pense que ça n'a rien acheté à l'extérieur. Je dis bien, ça n'a rien acheté à part la pierre à sel et l'aliment de démarrage des poulets. Quand les poulets, on les reçoit, ils sont comme ça, hein, c'est des poussins. Hein. On achète juste ça. Et les commerciaux, ils le savent, ils n'ont pas besoin de venir voir mon patron parce que ben, ils vont discuter, on boira un café, puis ils vont repartir, ils vont rien vendre, quoi. Parce qu'on produit notre métail sur la ferme, on a notre base, et on produit, et on tourne au niveau de l'assolement. Et on est en 0 labour depuis un moment. Par contre, on travaille avec des outils à dents, à 15 cm de profondeur. Quand c'est le moment, on y va, et quand les conditions sont pas bonnes, eh ben, on va boire un café, on va se coucher, quoi. Voilà. Donc c'était pour vous suivre là-dedans. Et je vous remercie. Je voulais juste... Il y a des clés dans ce que vous avez dit. 17 cultures. 17 cultures. Vous me les énumérerez tout à l'heure. Une ferme moyenne, une ferme céréalière moyenne, c'est 3 cultures. Hein. Et la clé, c'est la diversité. Je passe mon temps quand on me demande qu'est-ce qu'il faut retenir. La diversité dans les opinions, ça c'est sûr, mais dans les sols, dans les auges, dans les assiettes. Avec 17 cultures, tu peux faire des rotations intéressantes. Et côté résistance des sols, les sols, un peu ce que les agronomes appellent des sols suppressifs, des sols qui ont la vie pour se défendre eux-mêmes, tu peux pas y arriver avec 3 cultures. Nos systèmes de monoculture, c'est des systèmes qui sont complètement dépendants de l'agrochimie. Quand j'ai démarré les études agricoles, c'était dans les années 70, on t'apprenait les rotations. Et les rotations, il y avait toujours une légumineuse. J'imagine que dans les 17, il y a des légumineuses. Le sainfoin, c'est une légumineuse. Et je serais curieux, vous me direz les 17 que c'est, mais il faut retenir ça, c'est une des clés. La diversité, c'est une clé de tout. Oui, alors pour commenter, c'est vrai que les fonctions effectivement en vermifuge du sainfoin, elles ont été perdues parce qu'on avait des vermifuges chimiques. C'est vrai que c'est pas aussi bien qu'un vermifuge chimique. Hein. Non, c'est pas aussi puissant. Mais le truc, c'est que à la fin du transit du tube digestif, il y a plus rien. Et quand il y a une pousse de vache, c'est une pousse de vache comestible pour la vie du sol. Alors que si vous mettez de la vermectine, bon ça je vous dis pas, sur la vie du sol, c'est le foutoir total. Donc la vermectine, c'est beaucoup plus efficace. C'est plus que 100% efficace. C'est-à-dire que c'est 100% efficace sur les trucs qu'on veut tuer, puis ça tue des trucs autour. Le sainfoin, c'est 80% efficace ou 60% efficace. Et ça, c'est le truc auquel il faut s'habituer. C'est-à-dire que comme les solutions biologiques sont pas à 100% efficaces, faut les empiler. Faut mettre plusieurs choses. Et je voulais remarquer aussi que par rapport à la diversité dans les rotations, ça, c'est aussi une façon, justement, c'est un des trucs à empiler. Je sais plus, je l'évoquais tout à l'heure ou avant, mais c'est un truc à empiler les rotations longues pour ennuyer les pathogènes. Parce qu'ils sont assez spécifiques, donc ils attendent que revienne leur culture. Et comment faire quand les gens mangent que du blé et des patates ? En fait, là, on retrouve le citoyen.
Il faut aussi diversifier notre alimentation. Non seulement parce qu'en diversifiant les fibres, on diversifie la façon dont on entretient notre microbiote, puisque différentes fibres n'entretiennent pas les mêmes microbes, mais aussi on va permettre à l'agriculture d'avoir des rotations plus longues. Et donc, pour notre santé, comme pour l'agriculture, mais qui fait notre santé, notamment si on utilise moins de pesticides, il va falloir remanger des salsifis qui sont en train de disparaître de nos rayons. Moi, j'arrive pas à en montrer. J'ai mis quand même 6 mois à Paris avant de trouver une boîte pour mon fils. Alors, je l'ai pas cherché hyper activement, mais quand j'avais 2 secondes, hop, je rentrais dans un supermarché, il y a plus de salsifis, ça se mange plus. Où sont les rutabagas, où sont les... Mais non, mais et puis c'est bon en plus les rutabagas. Ah bah attends, ça dépend comment tu les prépares. Mais Jocelyn Marie, à Paris, il a 12 recettes. Mais oui, je sais que tu as connu la guerre et pas moi, mais... Et votre fils était ravi d'avoir ce boîte de salsifis. C'est le mot de salsifis surtout lui qui l'a intéressé. Hein. Ça l'a beaucoup fait rire. Mais là, j'ai bon espoir, j'ai chopé une boîte et donc c'est... Dans les week-ends qui viennent, il y a du salsifis au programme. Mais il y a vraiment une réduction de la diversité, non seulement génétique des variétés qu'on mange, mais aussi de la diversité de ce qu'on mange. Et ça, c'est même pas bon pour notre santé, mais ça permet encore moins de gérer des rotations longues. Vous voyez, il y a un filigrane quand un truc vachement intégré. Alors quand c'est intégré, quand tous les compartiments du système sont à traiter en même temps, bah c'est sûr, c'est pas simple. Bon, c'est un bon exemple de ce qu'on disait tout à l'heure de performance versus robustesse. Là, on a un exemple de robustesse. Voilà. Une dernière question, peut-être, monsieur, oui. Ah, oui. Alors, ok, alors, les 2 derniers, alors, si vous êtes concis. Okay. C'était pour rebondir par rapport au témoignage du modèle agricole qui a été énoncé. Il y a une question qu'on se pose quand même. La grande surface, en général, a imposé une croyance aux consommateurs que manger, c'était pas cher. Qu'on pouvait manger pas cher. Le mode de distribution se concentre. Quel est votre avis? Quelle est la solution pour que ces modèles qui ont été énoncés tout à l'heure puissent émerger? Alors, je vais répondre, mais c'est pas de la théorie. Hein. Depuis le début, on se bat là-dessus. Un coût de production qui augmente de 10%, ce qui est beaucoup, hein. Côté producteur, 10% de plus. Moi, j'ai vu il n'y a pas longtemps un producteur de lait en bleu blanc cœur, un jeune qui s'était installé derrière son père. Il disait, je peux me permettre de faire ce que mon père faisait pas, parce qu'avec 30 € des 1000 litres de plus, je peux faire des choses. 30 € des 1000 litres, c'est 3 centimes du litre de lait. C'est invisible. Et encore, c'est invisible dans le prix du lait. Le prix du lait, je sais pas, c'est plus d'1 euro. Aujourd'hui, c'est 1,20 € le litre de lait que tu achètes. Ce qui coûte aujourd'hui, le lait, c'est peut-être pas le meilleur exemple. C'est toute la logistique entre les deux. Aujourd'hui, le prix d'un œuf, le prix d'un cochon, tiens, le cochon bleu blanc cœur, je connais bien, c'est assez simple. Le surcoût d'un cochon bleu blanc cœur qui fait à peu près 100 kilos, c'est le surcoût, c'est à peu près 3 €, parce que faut enlever le soja, il y a des trucs qui sont interdits. 3 €, et les éleveurs en moyenne, ils touchent 6 €, ça fait 6 centimes du kilo de cochon, à gros traits. 6 centimes, c'est rien. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Ça part à l'abattoir. Puis là, c'est découpé. T'as les jambons qui vont chez Fleury Michon, t'as la longe qui va chez le boucher, t'as les épaules qui vont dans la restauration collective. Et du coup, si sur un cochon de 100 kilos, t'en valorises que 10, bah, ça coûte plus 6 centimes, ça en coûte 60. Et là, ça change tout. Et la réussite, elle passe par la logistique et la volonté d'organiser cette logistique. Ce qui est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut la restauration collective. Quand tu disais l'offre, la commande publique est importante, elle est hyper importante et on n'est pas très soutenu là-dessus. Hein. Franchement, on n'est pas très soutenu parce que ça permet de valoriser les épaules, ça permet de toucher, d'organiser cette logistique. Et au final, il y a une grande surface qui nous a aidé quand même dans Bleu Blanc Cœur, c'est Super U. Vous allez chez Super U, tout le lait est Bleu Blanc Cœur, tous les œufs sont Bleu Blanc Cœur. Après, vous pouvez choisir s'ils sont bio, s'ils sont label rouge, s'ils sont juste plein air. Mais le surcoût, il est accepté et les directeurs de magasins, ils sont pas toujours très philanthropes, mais ils acceptent le surcoût parce que en bénéfice, ils gagnent peut-être quelques clients, ça leur coûte un peu plus, ils se démarquent de leurs concurrents. C'est possible. Hein. Faut pas. Après, la guerre des prix ridicule là, entre Leclerc et Intermarché, c'est dramatique. Tu tires tout vers le bas, mais je pense qu'il y a des modèles alternatifs, mais il faut absolument être très professionnel dans la logistique. C'est la logistique qui fait le surcoût, c'est pas le mode de production. Et quand tu vois le prix du blé, le prix de la baguette, tu peux comprendre qu'il y a des marges quand même pour intégrer un surcoût de production. Si tout le monde fait si tout le monde fait un effort, et c'est pour ça qu'il faut que ce soit un contrat social, il faut que ce soit accepté par tout le monde. Il y a un moyen que la nourriture soit encore moins chère, hein. C'est de la voler. Vous la volez au supermarché.
Et vous êtes d'accord que en fait, ça tient pas parce que collectivement, c'est pas bon. En fait, aujourd'hui, quand on achète de la nourriture pas chère au supermarché, mais ailleurs aussi, hein, quand on achète de la nourriture pas chère, on la vole. Je m'explique. Pour chaque euro aujourd'hui dépensé pour acheter de la nourriture, en moyenne, c'est, selon les estimations, et il y a beaucoup d'études qui convergent sur cette fourchette, entre 1 et 2 euros d'externalités négatives. Des maladies professionnelles, des agriculteurs, des écosystèmes pollués, plus cher pour avoir de l'eau potable, et elle n'est pas toujours potable, donc des maladies de consommateurs, des écosystèmes ruinés comme des écosystèmes et des stations balnéaires ruinées par des marées vertes. Donc ça veut dire qu'en fait aujourd'hui, le prix, c'est un vol par rapport à l'avenir, vous voyez. C'est comme de shipper la nourriture, c'est encore moins cher, mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas bon pour la collectivité. Donc il n'y a pas photo, à long terme. D'ailleurs, on vous le dit toujours, même la Cour des comptes l'a dit le 16 septembre dernier, chaque euro investi dans la transition écologique, c'est 3 euros d'économie, à terme. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire peser sur tous les citoyens identiquement le coût de cette transition et le juste prix de l'alimentation. Il faut une gradation, et ça débouche sur des choses qu'un scientifique comme moi ne sait pas discuter parce que ce n'est pas sa spécialité, c'est la sécurité sociale alimentaire. Et du coup, 2 tables rondes pour arriver au même point, c'est beaucoup. Bon, je suis désolé, on va devoir arrêter les questions, mais vous restez disponible pour des dédicaces à la table de la librairie des Bauges.